Ce qui m'intéressait donc particulièrement, c'était évidemment cette notion d'espace sensible, comme j'avais intitulé ma communication, surtout parce que j'aime beaucoup les figures de style et que là, dans l'espace sensible, il y en a une magnifique. Parmi mes préférés, donc, sont les hypalages, un peu comme on dit des places assises ou de guerlas, c'est-à-dire le fait d'attribuer à des catégories non humaines, non pensantes, des adjectifs, des qualificatifs normalement réservés à l'homme. Et ça me semblait bien définir cette sorte de vertige dans lequel on tombe dès lors qu'on pense sanctuarisation, donc exclusion de l'homme, mais ce qui est quand même une décision prise par l'homme à un moment ou à un autre. Alors ça nous renvoie à toute cette discussion très très longue qui a eu cours dans ce qu'on appelle donc l'éthique, toutes les réflexions essentiellement anglo-saxonnes, comme le disait Roberto tout à l'heure, donc autour de l'éthique environnementale, et qui a opposé finalement jusqu'à essayer de trouver une synthèse, une sorte de réconciliation de positions apparemment irréconciliables qu'on a appelé donc une position biocentrique et une position anthropocentrique. Un débat qui a été incarné de manière assez spectaculaire dans un article qui est resté célèbre de Christopher Stone, qu'il avait intitulé Do Trees Have a Legal Standing? Qui est traduit donc par est-ce que les arbres peuvent avoir un statut légal. Et donc autour de ça, il y a toute une réflexion qui s'est engrenée pour justement remettre en question la place de l'homme dans un processus d'évaluation. Ça a beaucoup tourné autour de cette question de to value, ce qui avait l'avantage d'avoir le double sens en anglais, qui était à la fois évaluer et donner une valeur. Voilà, donc la question évidemment de la sanctuarisation, c'est une question qui a beaucoup intéressé les artistes, et je choisis comme un certain nombre de jalons des différentes propositions. Alors en commençant, donc oui, alors du coup je vais me casser on ne voit pas ici. En commençant donc par une œuvre qui est, je pense, très très emblématique de cette réflexion-là, qui est l'œuvre de Alan Sandfist, qu'il a appelée Time Landscape, qui est une œuvre qu'il a imaginée en 1965 et réalisée, plantée donc en 1978 sur un tout petit rectangle dans Manhattan, à l'angle de LaGuardia et Walker, si je me souviens bien. Et il a donc décidé en fait de planter, après de longues négociations avec la ville de New York, de planter un carré entièrement vernaculaire, avec uniquement des plantes d'avant la découverte de l'Amérique, donc des plantes absolument pures et originelles. Et il a souligné d'ailleurs d'une façon très très intéressante, alors c'est une œuvre qu'il a donc plantée en 78 et qui assez miraculeusement existe toujours de nos jours, peut toujours être vue et a été d'une certaine manière sanctuarisée aussi, puisqu'elle est entourée d'une clôture et elle est évidemment totalement indépendante et les passants peuvent la voir de l'extérieur. Et il dit que la base de sa réflexion, ça n'était pas tant, et c'était intéressant qu'il le dise comme ça, tous les courants dans les années 60 justement de sanctuarisation, mais plutôt un souvenir qu'il avait comme petit New-Yorkais, puisqu'il était né à New York dans les années 40, où il avait connu donc une vision de New York et notamment de Brooklyn avec des friches qui gardaient encore une mémoire d'une végétation très très ancienne, et c'est plutôt dans son esprit ce qu'il a voulu remettre à jour. Alors donc là on voit donc je donne une autre vision. Vous voyez à quel point l'œuvre a été respectée et d'une certaine manière sanctuarisée. Elle est très bien étiquetée, taguée.
Et je finis donc sur cette image pour cette œuvre-là, puisque je la trouvais intéressante dans la mesure où elle vous montre le périmètre de l'œuvre avec, entre deux clôtures, finalement des arbres qui ne font pas partie du programme, qui sont les arbres de la ville de New York. Et une chose très, très intéressante est que au début, il a subi une forte opposition des jardiniers de la ville de New York, qui lui disait: mais vous allez planter des espèces que vous pensez vernaculaires, mais qui ne vont jamais s'adapter, votre jardin ne va pas tenir, etc. Et quand les jardiniers ont vu que son jardin tenait très très bien et que les plantes se développaient tout à fait bien, ils ont progressivement adopté une sorte de charte pour les autres parcs de New York, qui était de revenir donc aux plantes vernaculaires en les préférant aux plantes introduites avec les colons. Donc finalement, cette sorte de laboratoire, de petit sanctuaire laboratoire imaginé par Alan Sundquist a essaimé dans d'autres parcs de New York et par la propre volonté des jardiniers de la ville. Alors, ce qui est intéressant, et je finis par cette image-là, c'est qu'on voit bien que cette tentative nous affronte directement à la question de la clôture, puisque ce jardin en fait ne survit que d'être clos. Et j'ai choisi un autre exemple qui nous emmène d'une clôture qui là est spatiale à une clôture qui est temporelle. C'est donc une œuvre aussi très emblématique d'Agnès Dénès, donc on passe à la décennie suivante pour la réalisation. Et pourquoi je parle de clôture temporelle, c'est qu'elle a proposé ce Whitfield donc, dans un parc qui est au sud de Manhattan qui s'appelle Battery Park, et l'idée était de faire une plantation et une récolte. Ça n'a duré qu'une germination et une récolte. Et ce qui était très très important pour elle, c'était justement de le faire au sud de Manhattan, à 2 pas, comme on le voit ici, du défunt World Trade Center, enfin défunt pour le moment, pour déplacer en fait le symbole monétaire, financier de la presqu'île de Manhattan vers le ramener à quelque chose qui était vraiment de la production du sensible, de la production de la nourriture. Et c'est à la fois un espace... alors c'est pas vraiment, c'est à la fois un sanctuaire dans ce sens où on réintroduit dans un environnement qui a priori a exclu ce genre de culture pour un temps limité. La manière dont elle le décrivait notamment, c'est ce qui l'excitait énormément dans le projet, c'est de planter quelque chose de purement alimentaire, de totalement ringard d'une certaine manière, de totalement décrié. On voit bien ce qui est en train aussi aujourd'hui de se passer dans la spéculation et dans l'achat de terres qui font augmenter leur valeur et qui font que les agriculteurs aussi finissent par en manquer, sur justement un espace qui était un foncier, qui était valorisé quelque chose comme 8 milliards de dollars en fait d'espace, donc extrêmement cher. Et l'idée, c'est qu'après la récolte, il y a les graines en fait ont été envoyées dans le monde entier de manière à ce que les gens puissent faire des initiatives locales de replantation, etc. Et c'est amusant parce que d'une certaine manière, en faisant ça, elle est rattrapée par le modèle qu'elle essaye de combattre, c'est-à-dire toujours ce côté américain, on produit, on exporte, et finalement on exporte des modèles aussi symboliques soient-ils. Voilà, donc là on la voit arpenter, c'est assez joli comme image, comme une sorte de bergère avec son bâton au milieu de ces champs de blé. Et là, voilà, je trouvais aussi cette image assez jolie, puisque finalement, elle résume bien toute une espèce d'histoire fascinante de New York comme une place d'échange, à la fois de production et d'échange, puisqu'on a ce bateau entre le Whitfield et la Statue de la Liberté. Voilà.
Alors là, on passe à donc toujours cette idée de clôture qu'il a. Donc c'est une œuvre de Amy Balkin, dont au titre très emblématique, puisque d'une certaine manière, il reprend tout à fait littéralement ce qui est le mot d'ordre d'une penseuse de la mondialisation qui est Naomi Klein. Et une exhortation permanente à reprendre des espaces privés de manière à les transformer en commons et à pouvoir les partager librement. Je parlais de clôture, là on en a une directement sur cette projection qu'a faite l'artiste. Elle a acheté en plein milieu du désert Moab une parcelle. La parcelle plus le sous-sol, ce qui est très très important, puisqu'a priori il y a des soupçons de sous-sol assez riches. Et l'idée est de faire de cette parcelle donc un public domain et d'établir à partir de là toute une sorte de protocole, y compris législatif, pour voir comment on peut pérenniser un espace qui devienne inaliénable et qu'on ne puisse plus retirer au domaine public. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on a à nouveau, malgré tout, une clôture. Amy Balkin ne s'intéresse pas tant à la nature qui pourrait être dans cette clôture qu'aux modalités d'accès du plus grand nombre à cette clôture. Et là, elle souligne dans tout un tas de descriptions qu'elle a faites, et avec probablement une volonté un petit peu ironique, le côté très reculé de cet espace, et notamment le fait que, il est situé en plein milieu du désert Moab, donc il n'est desservi par aucune route. Et elle finit en soulignant la nécessité de se garnir, de se fournir de bonnes chaussures et de se taper régulièrement le bas de son pantalon pour être sûr qu'aucune araignée venimeuse ou aucun insecte est en train de vous grimper sur les jambes. Mais c'est un projet donc, qui a été lancé en 2003 et qui est un projet sur lequel elle continue à travailler pour en définir l'accessibilité et surtout l'inaliénabilité. C'est ce qui est très important. Alors, j'ai commencé par ces trois projets donc, qui sont, d'une certaine manière, qui pensent directement la question de la sanctuarisation, mais qui nous mettent en face d'une sorte de mur, puisqu'en fait cette clôture a l'air de les refermer totalement sur eux-mêmes. Et en opposition à cette clôture, je pense qu'il faut passer à quelque chose qui soit beaucoup plus de l'ordre de la relation en fait et du questionnement sur la relation. Alors un projet qui me paraît très très emblématique pour ouvrir cette voie-là est le projet de Alora et Calzadilla, qui est un projet de très très longue haleine puisqu'ils l'ont travaillé pendant une dizaine d'années à peu près, en prenant donc comme terrain cette île située à Porto Rico, donc qui est l'île de Vieques, et qui est une île très très emblématique puisque elle appartient aux États-Unis depuis le milieu de la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils l'ont transformée en fait intégralement en base militaire où ils ont fait de nombreux essais de tout ce qu'on peut imaginer comme armes les plus épouvantables. Ils ont fait des essais d'explosion de bombes à l'uranium appauvri. Enfin, ils ont fait tout ce qu'on peut imaginer de plus sale. Voilà. Et donc, c'est un périmètre qu'ils ont totalement bouclé pendant plusieurs décennies. Et au moment où Alora et Calzadilla se sont intéressés à ce terrain, grondait depuis et montait depuis à peu près une décennie une révolte de la population locale, qui était essentiellement constituée de pêcheurs. Et c'est une révolte qui a été tellement forte et qui est allée tellement loin
que les États-Unis, pour éviter d'être carrément mis au banc de l'ONU, ont fini par fermer la base. Mais assez curieusement, n'ont pas renoncé à leur droit de propriété. Et l'île du département militaire est passée au département de l'intérieur, mais au département américain de l'intérieur, qui s'est empressé de le confier au Fish and Wildlife Institute, qui est en fait l'organisme américain qui s'occupe des espaces protégés, en disant « Ah, désolé, vous ne pouvez toujours pas y accéder parce qu'en fait, ça devient une réserve naturelle. » Et en fait, la réserve naturelle a servi, c'est un cas extrêmement violent et un des rares cas qui soit aussi emblématique à ma connaissance, a servi et d'alibi pour empêcher que les gens le Commons puisse se le réapproprier. C'était très pratique parce que ça permet de geler le territoire pendant le nombre d'années qu'il faut pour qu'éventuellement les traces des pollutions dues aux essais militaires commencent à s'atténuer un petit peu. Et alors, voilà, donc là on a un premier projet qui a été fait par Alora et Calzadilla avant l'abandon de la fermeture de la base américaine qui a eu lieu en 2003. Ce projet-là est un projet donc d'aide d'une certaine manière des artistes à la désobéissance civile, puisqu'ils ont donc il était interdit de pénétrer dans la zone. Mais ça faisait partie des mesures de désobéissance civile. La population systématiquement, à titre de provocation, rentrait sur la zone et marchait et laissait des traces pour montrer qu'ils devaient absolument se réapproprier la zone en question. Et Alora et Calzadilla ont donc fabriqué des semelles avec un certain nombre de slogans, de dessins inspirés de des desiderata qu'ils avaient recueillis auprès de la population, de manière à ce qu'on puisse véritablement aller imprimer sur le sol de la base militaire les revendications et qu'elles ne puissent pas s'effacer. Ils ont assisté eux-mêmes, donc ça faisait partie du processus, au fait que finalement les actions ont été tellement brouillonne d'une certaine manière, tellement passionnée, que les nouvelles traces effaçaient les anciennes et que donc les messages ne pouvaient pas s'imprimer de manière durable sur le sable ou sur la terre, mais ça leur a paru une mise en scène extrêmement poétique, y compris du brouillage du message. Alors, ensuite, à partir du moment où la désobéissance civile a produit en partie ses fruits, ils sont retournés sur l'île et ils ont fait d'autres actions, comme celle-ci qu'ils ont appelée donc Returning a Sound, qui a consisté à filmer en fait en vidéo une action qu'avait spontanément imaginé un des pêcheurs de l'île, un certain Amir, qui était d'arpenter en fait les routes de Vieques avec une pétrolette sur le pot d'échappement de laquelle il avait fixé une trompette, puisque on parlait justement, c'est très intéressant, de la dimension sonore. Un des principaux traumatismes des habitants de l'île, c'était un bruit mais absolument épouvantable qui était dû évidemment aux explosions des missiles et du déplacement des camions militaires en permanence, etc. Et cette action de la part de Amir consistait d'une certaine manière à rendre un son et à l'ériger en opposition à ces décennies de sons indésirables. Et une autre, donc là on le voit arpenter effectivement les routes de Vieques, et une autre, ça c'est probablement la plus connue, donc c'était l'idée de prendre la table des négociations, puisque à partir du moment où l'armée américaine avait rendu cette base, mais finalement pas rendue à la population, les États-Unis pensaient que ça y est, le casus belli était clos, il n'y avait plus rien à faire. Et l'idée, c'était qu'évidemment, la population ne le voyait pas du tout de cette manière-là. Et il y a ce très beau projet donc, qui est de retourner la table des négociations et de l'utiliser, de la donner à un des pêcheurs, de manière à ce que là, il fasse un autre arpentage aussi, mais cette fois-ci maritime, autour de l'île, comme une sorte de symbolique montrant que les choses étaient loin d'être terminées. Voilà, alors j'ai mis cette phrase qui évidemment est hautement emblématique de Vandana Shiva et qui résume tout à fait
le point de vue selon lequel instrumentaliser une volonté d'écologie et donc ériger un sanctuaire ne peut en aucun cas s'effectuer pour finalement refuser la juste réclamation d'une population. Voilà, alors on en arrive plus directement à quelque chose auquel j'ai participé, donc au Cameroun en 2009 où je dirigeais l'Institut français. J'ai donc, dans le cadre du projet Veilleurs du Monde, nous avons invité Gilles Bruni entre autres, Amy Balkin est venu aussi avec un autre projet, et celui-ci me paraît très, très intéressant parce que il fonctionne un petit peu comme celui de Alorey Calzadilla, sauf que on est sur un terrain où il n'y a pas d'action de désobéissance civile, il n'y a pas un conflit, ou du moins il y a un conflit, mais il est beaucoup plus discret, il est beaucoup plus larvé. Et Gilles Bruni est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la notion de réparation du paysage. Il est souvent intervenu sur des lieux qui sont d'anciennes mines, etc. Et toujours comme approche de travailler avec des populations locales pour formuler ensemble, de manière participative, un projet emblématique qui puisse révéler le plus possible toute la complexité de la situation qui se joue sur le terrain en question. Alors là, il est intervenu, donc Douala est en fait entièrement construite sur une mangrove, et finalement est une espèce de polder qui avance sur la mangrove au fur et à mesure, et c'est très emblématique dans cette zone de Douala qui s'appelle Yupwe, et il est intervenu donc dans une sablière qui retire donc le sable et avance au fur et à mesure, donc poldérise la mangrove, et pour acheminer le sable donc sur tous les chantiers de construction dans la ville. Alors là, vous voyez une mangrove qui est déjà ce qu'on pourrait dire dégradée, puisque en fait le palétuvier a déjà régressé pour laisser la place au palmier nipa, qui est une espèce invasive, et ça faisait partie véritablement du problème. Alors Gilles a travaillé avec des gens qui opéraient directement dans la sablière, qui ramassaient le sable, qui, d'une manière très emblématique, étaient aussi d'anciens pêcheurs, que l'avancée du polder avait privé de leur travail, et ils en étaient réduits finalement, c'est une sorte de rouleau compresseur qui avance toujours, à travailler dans la sablière, tout en sachant très bien qu'au fur et à mesure de leur avancée dans la mangrove, ils allaient finalement être expropriés du deuxième travail, qui était déjà un palliatif par rapport évidemment au travail qu'ils préféraient avant, qui était la pêche, puisque les terrains dégagés par cette poldérisation étaient déjà en train de se vendre à prix d'or, et on sait que le Cameroun est un des pays les plus corrompus au monde, donc il y avait déjà des terrains même revendus plusieurs fois, et le prix du foncier augmentait au fur et à mesure que le terrain se dégrade. Voilà, donc il a, alors je ne vais pas raconter intégralement tout le projet, mais disons qu'il a imaginé un projet où finalement on déplante le palmier nipa, on replante du palétuvier, et on crée un signe, en fait, un petit peu de la même façon dont on avait travaillé à Alorey Calzadilla, en recueillant des paroles de pêcheurs sur justement la mangrove qui disparaît et qui va finalement, ils avaient très bien conscience d'être sur une branche, et on leur demandait de scier eux-mêmes la branche sur laquelle ils étaient assis. Mais les nécessités de survie, évidemment, faisaient qu'ils ne pouvaient pas tellement faire autre chose. Et sur la voile sont donc affichées leurs doléances d'une certaine manière. C'est un peu comme un cahier de doléances. Et il y avait donc un panonceau qui expliquait le processus. Voilà. Et je vais donc finir avec le projet que nous avons fait donc en Australie. On a été invité en 2011 dans un contexte donc, qui était baptisé Adaptation, et qui est un terrain assez unique, en ce sens c'est un lac hyposalin, donc en bordure de la mer,
qui héberge la plus ancienne forme de vie sur Terre, donc qu'on appelait des thrombolites. Alors vous avez deux sortes de choses en Australie, les stromatolites qui souvent sont plutôt fossiles d'ailleurs, à Shark Bay, un peu plus haut, et donc cet espace-là qui est pas loin de la grande ville de Perth héberge des thrombolites, donc qui sont en fait des accrétions réalisées par des cyanobactéries de terre, de sable, etc. Alors c'est des choses extrêmement fragiles. On les voit à deux époques, puisque le lac est soumis à des marées. Donc ici immergé et là émergé. Et c'est un espace qui est donc particulièrement sensible, comme vous pouvez l'imaginer. Au début, il a été classé Ramsar, donc normalement c'est une convention qui est relativement respectée. C'est la convention des zones humides, convention internationale. L'Australie avait évidemment souscrit. Et ils ont, pour protéger ces thrombolites, donc fait une sorte de point de vue, d'observatoire, de manière à ce que les gens puissent voir ce phénomène sans marcher dessus, parce qu'auparavant les gens allaient en fait et en détruisaient au fur et à mesure qu'ils les découvraient. Donc il y a à la fois, donc c'est on s'achemine un petit peu vers le sanctuaire, mais il est quand même un peu touristique. Le problème étant que le lac, ces formes de vie donc, sont directement menacées parce que l'équilibre du lac est extrêmement fragile et que régulièrement il y a des tentatives pour l'ouvrir. Alors il s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il y avait des tentatives de l'ouvrir sur la mer pour faire des centrales hydrauliennes et évidemment toute chose qui risquait de mettre en péril les thrombolites. Alors nous on est intervenu en fait par le biais à la fois d'un film et d'une résolution. C'est-à-dire que en discutant avec des scientifiques, en discutant avec tout un tas de parties prenantes autour du lac, y compris les communautés aborigènes, on s'est rendu compte que la convention Ramsar n'allait certainement pas suffire et qu'il fallait passer probablement à un degré de protection supérieur. On a donc proposé à la communauté de Mandurah de proposer le site à une inscription au patrimoine mondial de l'humanité parce que c'est en fait les seuls thrombolites encore vivants qu'on a au monde. Et aussi bien les scientifiques que les communautés aborigènes ont développé un récit autour de ces thrombolites, qui est pour les scientifiques, donc c'est les premières formes de vie, et c'est ce qui a permis en fait l'apparition de la vie sur Terre, la constitution. Ces premières formes de cyanobactéries ont évidemment participé à la constitution d'une atmosphère respirable pour l'homme, et on arrive à ce point critique qui est que ces formes de vie, si elles disparaissent, oblitère totalement, y compris la possibilité d'une recolonisation future d'une Terre devenue impossible. Un petit peu comme cette fascination qu'on a finalement par rapport à Mars, qui est qu'on cherche à savoir ce qui risquerait de nous arriver si on va beaucoup plus loin dans le réchauffement climatique et dans une Terre devenue invivable. Et de leur côté, les Nyungar ont un récit mythologique sur ces thrombolites qui est que ce sont ni plus ni moins leurs ancêtres, et finalement, dans la construction de leur récit au temps du rêve, valide d'une certaine manière les hypothèses des scientifiques. Donc d'où à la fois des discussions donc, avec des biologistes comme Brenton Nutt, qui est un zoologiste, qui lui, quand on l'interrogeait d'ailleurs, disait que le seul moyen de sauvegarder finalement ce lac, c'était vraiment de le sanctuariser totalement, c'était d'interdire qu'aucune vie puisse être autour, mais ce qui est quelque chose une décision toujours difficile à prendre. Alors là, vous avez par exemple Uriah Kirin, qui représente la communauté Nyungar, et là, donc, une des nombreuses réunions qu'on a eues avec le City Council de Mandurah pour les persuader en fait de soumettre un dossier au niveau fédéral pour proposer ce lac au patrimoine mondial, ce qu'ils ont fini d'ailleurs par mettre en route.
Alors, que faire avec tout ça une fois revenu? Donc, il y avait un film, cette proposition. Donc, en revenant en France, on a proposé donc un projet qu'on a appelé Plutôt que tout, qui était à la Maison Populaire à Montreuil, où on a en fait proposé un espace de plateau de télévision donc, que vous voyez ici, et dans lequel on a tourné trois émissions, en interrogeant donc autour de la question de l'Anthropocène, en invitant des gens comme Agnès Sinaï. On avait une journaliste qui était Laure Nouala qui a fait comme une émission avec différentes rubriques, et en se posant cette question-là. Et l'émission, en fait, donc là vous en voyez des extraits, a servi de caisse de résonance, d'une certaine manière, à cette tentative d'échange à venir. Bon, là, malheureusement, le mandat de Dominique Voynet s'est arrêté avant que ça puisse véritablement prendre corps. Mais l'idée était là, et les tentatives, donc le dossier, en fait, alors évidemment, il est un peu dans une liste dans une file d'attente, puisque chaque pays peut proposer un certain nombre de sites. L'Australie, au niveau fédéral, en a déjà quelques-uns, mais on ne désespère pas que l'idée puisse faire son chemin. En tout cas, de l'avis des scientifiques, il y a une réelle urgence à le faire. Voilà.